Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Bon, grand D, interaction classique. Et donc, je commence par cette force gravitationnelle. Bon, alors je commence par un cas idéal où vous avez deux masses qu'on peut considérer comme ponctuelles. Mettons, c'est deux étoiles éloignées ou deux planètes éloignées. Deux masses ponctuelles que je vais noter M1 et M2. Elles sont espacées, donc c'est des points, voilà, je mets des petites croix. J'ai M1, j'ai M2. Et elles sont éloignées l'une de l'autre d'une distance, mettons, R. Bon, si je veux écrire, par exemple, la force exercée par la masse 1 sur la masse 2, ben, vous savez que c'est une force qui est attractive, hein, l'interaction gravitationnelle. Donc c'est une force qui va être dirigée de 2 vers 1. Donc pour ça, ça serait peut-être utile d'introduire un vecteur. Par exemple, on peut introduire le vecteur unitaire. Je mets un U comme unitaire, qui est dirigé dans le sens 1, 2. Voilà, ça c'est unitaire. Donc la force exercée, la force gravitationnelle exercée par la masse 1 sur la masse 2, je vais l'écrire comme ça. D'accord ? 1 sur 2, avec des notations évidentes. Donc, en norme, comme vous le savez depuis la seconde, c'est une force qui est proportionnelle à la fois à la masse 1, à la valeur de la masse 1, à la valeur de la masse 2, et qui est inversement proportionnelle au carré de la distance entre ces deux masses, M1 et M2. Alors, comme je dis proportionnelle, ça veut dire qu'il y a une constante de proportionnalité, et cette constante de proportionnalité, elle est toujours notée grand G. Maintenant, à gauche, j'ai actuellement un vecteur, donc il faudrait qu'à droite, j'ai aussi un vecteur. Donc, ça, si vous voulez, c'est juste la norme de cette force-là. Je ne change pas de norme si je multiplie par un vecteur unitaire. Donc je peux écrire U12 comme ça. C'est une force qui est dans la direction 1, 2, la force d'attraction gravitationnelle. Mais attention, c'est une force attractive. Donc si j'écris la force exercée par 1 sur 2, c'est une force qui a un sens opposé au petit vecteur unitaire orange que je viens de dessiner. Donc comme c'est opposé en sens, ben je mets un moins devant tout ça. Voilà, ça c'est la force gravitationnelle exercée par 1 sur 2. Tiens, je vais l'écrire quand même explicitement. Force gravitationnelle exercée par M1 sur M2. Voilà. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette constante de proportionnalité ne dépend de rien. C'est pour ça qu'on l'appelle constante universelle de la gravitation. Donc, grand G égale constante de gravitation universelle. Et donc, pour l'instant, toutes les expériences, toutes les observations astronomiques semblent montrer que cette constante elle a la même valeur partout dans l'espace et elle ne change pas au cours du temps. C'est une hypothèse, hein, c'est de la physique, mais pour l'instant ça marche, ça semble marcher assez bien. Constante universelle de la gravitation ou constante de gravitation universelle, vous n'avez pas à connaître la valeur. Dans les unités SI, je vous donne pour des exos, 6,67 10 puissance moins 11 dans les unités SI. C'est un petit peu long d'écrire l'unité SI, mais c'est pas très compliqué à partir de ça, hein, puisque vous avez des newtons ici, vous avez des kilogrammes, et vous avez des mètres là. Donc, je ne précise pas, mais à chaque fois que vous faites une application numérique, il est évident que vous devez prendre l'unité SI. Donc ici, ça sera en newton si les masses sont en kilogrammes et la distance ici en mètres. Okay. Voilà. Alors ça, c'est tant qu'on peut assimiler les deux
corps qui s'attirent à des masses ponctuelles. Évidemment, ça n'est qu'une approximation. Et vous avez déjà dû utiliser, si vous avez fait de la mécanique en terminale, peut-être même en seconde, vous faites ça, vous avez déjà utilisé cette formule pour des planètes. Or, pour des planètes, les corps ils ne sont pas ponctuels. Donc on va admettre quelque chose qui en fait dépasse un petit peu la mécanique du point ici, qu'on ne va pas démontrer pour l'instant, vous le ferez en fait en électrostatique, puisque vous verrez à la fin de l'année qu'en électrostatique on a des équations qui ressemblent à celles de la gravitation, et vous démontrerez que si c'est vrai pour deux corps ponctuels comme ça doit être aussi vrai pour des corps sphériques homogènes. Donc, ou même des corps comme la Terre qui ont une répartition à symétrie sphérique. Bon. C'est-à-dire que la densité ne dépend que de la distance au centre. Bon. Donc on va admettre que cette formule admis, cette formule reste valable si M1 et M2 ne sont pas ponctuels mais sphériques et on va dire pour simplifier mais sphériques et homogènes. Bon, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la densité volumique est la même partout. Est-ce que c'est le cas pour la Terre, par exemple? Est-ce qu'on peut dire que la densité volumique de la Terre est indépendante du rayon? Non. Où est-ce que c'est le plus dense? C'est de la géologie, ça. Il y en a qui ont fait l'aspect bio. Où est-ce que c'est le plus dense sur la Terre? Enfin, c'est vers le centre, exactement. Parce que le centre, il est essentiellement composé de fer. Voilà, c'est le plus dense au centre. Mais même si c'est pas homogène, par exemple, même si la densité n'est pas homogène dans la Terre, en tout cas, on a une symétrie sphérique dans la Terre. On a des couches, on a le manteau, le noyau, tout ça, ils ont tous une symétrie sphérique. Et ça suffit pour que ça reste vrai. Mais sphérique et homogène. Je le mets comme quand même homogène et homogène, ou simplement à symétrie sphérique. Ou simplement, alors, ne sont pas ponctuels. Cette formule reste valable si, voilà, ou simplement si on a une symétrie sphérique. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est pour que vous sachiez que c'est quand même justifié pour la Terre, par exemple. Si on a simplement une symétrie sphérique. Dans ce cas, je rajoute juste ça, puis je vous réponds. Dans ce cas, quand on parle de la distance entre les deux planètes, mettons, il faut prendre, on va l'admettre, il faut prendre la distance entre les centres des planètes. C'est pas évident a priori, mais bon, vous verrez la démonstration plus tard. Cette formule reste valable, machin, et dans ce cas, on prend, et dans ce cas, la distance R, c'est la distance entre les centres des masses M1 et M2. Distance entre les centres de M1 et M2. Voilà. Oui, alors il y avait une question, allez-y. Ponctuel, ça veut dire que on considère que toute la masse est rassemblée en un seul point. Donc quand on voit ces planètes de très loin, elles sont effectivement quasiment ponctuelles. C'est-à-dire que la distance entre les deux planètes, elle est très très supérieure au diamètre de chacune des planètes. Donc dans cette mesure-là, en physique, on peut les considérer quasiment comme ponctuelles. C'est encore plus vrai pour des étoiles. Parce que vous savez bien que le Soleil est très gros. Je ne sais plus son diamètre. Le diamètre du Soleil, je crois que c'est 100 fois le diamètre de la Terre à peu près. Donc c'est très très gros, d'accord. Sauf que, à quelle distance est l'étoile la plus proche? Il y en a qui a une idée de la distance, oui. Voilà, à environ 4 années-lumière. Donc quand vous comparez 4 années-lumière avec le diamètre du Soleil, c'est rien du tout. Nous, on est à 8 minutes-lumière du Soleil. Pluton, c'est à 2 heures-lumière du Soleil. Et l'étoile la plus proche, c'est à 4 années-lumière du Soleil. Donc,
c'est très très bien, on peut vraiment, pour les étoiles, on peut vraiment considérer qu'elles ont une répartition, on peut considérer que, vu leur distance, leur diamètre, le diamètre de chacune de ces étoiles, il est ridiculement faible, et donc on peut considérer les étoiles comme quasiment ponctuelles quand on fait un calcul comme ça. D'accord ? Voilà. Pas de questions là-dessus ? Alors, bon, on peut faire par exemple une petite application. On va retrouver l'intensité de la pesanteur G. D'accord ? Donc, application. Je considère un objet qui est posé sur la Terre. Donc ça, c'est la Terre, centre O. Voilà, c'est la Terre. Et je considère un objet qui est posé sur Terre. Comme nous, là, on est posé à 45 degrés par rapport à l'axe nord-sud. Bon. Alors, la distance qui sépare les deux objets, si l'objet que je viens de représenter là en violet, s'il est posé sur la Terre, la distance entre cet objet que je considère comme ponctuel et la Terre, la distance qu'il faut prendre, c'est la distance entre les centres des deux objets. C'est le rayon terrestre, que je vais noter grand R indice T. Et donc, je peux exprimer la force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet. Donc je mets Terre sur objet. La Terre, elle a une masse, évidemment, on va l'appeler mt, comme masse de la Terre. Et la masse de l'objet, je vais la noter petit m. Petit parce que c'est plus petit que celle de la Terre. Bon, donc en norme, il n'y a que la norme qui m'intéresse ici. En norme, quelle est cette force ? Ben, j'ai dit qu'elle est proportionnelle, donc il y a une constante de proportionnalité, proportionnelle à chacune des deux masses, la masse de la Terre et la masse de cet objet, et inversement proportionnelle à la distance entre les centres au carré. Voilà. Alors, cette force, d'après cette équation, elle est donc bien proportionnelle à la masse de l'objet. Or, comment s'appelle cette force, la force qu'exerce la Terre, la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur cet objet? Ça s'appelle un mot tout simple. Le poids. Ça s'appelle le poids. Okay, égale P. Donc cette formule, on peut la voir comme P égale M petit g, avec petit g égale tout ce qui reste. Je souligne, ou j'entoure, je veux dire. Et donc ça, c'est ce qu'on peut noter petit g. Donc ça fait M fois petit g avec g égale, donc tout ça, grand G mt sur RT au carré. Voilà, alors on peut faire l'application numérique. Si je vous donne la masse de la Terre, je vous dis la masse de la Terre, c'est environ 6 fois 10 puissance 24 kg. Masse de la Terre, à peu près égale à 6 fois 10 puissance 24 kg. Voilà, grand G, je l'ai écrit. Et donc on obtient petit g, intensité de la pesanteur, égale donc 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 6 10 puissance 24 et divisé par le rayon de la Terre qui vaut environ 6371 km. 6371. Alors bon, kilomètres, donc attention bien sûr, on convertit en mètres, 6371 km, et c'est ça qui est au carré. Voilà. Donc, quand on fait l'application numérique, je vous épargne le calcul, on trouve 9,8. Alors, quelle unité ? Vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien de mètres seconde moins 2. Pourquoi ? Par exemple, parce qu'une force, c'est toujours des kilogrammes fois mètre seconde moins 2. On a déjà fait ça au début de l'année. Donc ça, c'est forcément en mètre seconde moins 2, ce qu'on vient de calculer. Voilà, l'intensité de la pesanteur sur Terre. Alors,
maintenant que vous avez compris ça, bon ça c'est en gros c'est ce qu'on vous dit, je pense déjà en seconde. Hein. Je me trompe? J'exagère? On fait ça en seconde. Alors, une petite subtilité en fait. Le poids ici, c'est pas exactement la même chose que ça. Ça, je vais pas le discuter en détail maintenant, parce qu'en première année, en tout cas, on ne fait pas les référentiels non galiléens, mais le poids n'est pas exactement la même chose que la force gravitationnelle qu'exerce la Terre sur l'objet. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Oui? Alors déjà, effectivement, ça c'est très faible, mais ça existe, que vous dites. Il n'y a pas que la Terre qui exerce une interaction gravitationnelle sur nous. Il y a aussi le Soleil, la Lune, mettons, parce que vous savez qu'il y a des effets de marée qui sont dus à la Lune, donc ça exerce aussi une force, toute petite force sur nous. Mais surtout, le référentiel terrestre n'est pas un bon référentiel galiléen. Donc il y a une force, une toute petite force centrifuge qui s'exerce en plus. Imaginez, vous prenez une boule, vous prenez un ballon, vous le faites tourner assez vite sur lui-même. Eh bien, si vous collez un petit truc sur le ballon, je sais pas, une petite étiquette pas très bien collée, elle risque de se décoller pendant que ça tourne. Il y a une force centrifuge qui s'exerce. Et le terme force centrifuge, je ne vais pas le discuter maintenant, mais quand on parle de force centrifuge, ça veut dire qu'on tient compte du fait que le référentiel dans lequel on s'était placé, ici c'est le référentiel terrestre, en fait il n'est pas tout à fait un bon référentiel galiléen. Donc c'est pour ça que, en fait, dans le poids, il y a plusieurs composantes. Il y a la force d'interaction gravitationnelle et la force d'attraction gravitationnelle due à la Terre, celle due aux astres qui sont dans le voisinage, et puis il y a aussi cette force centrifuge. Voilà, je donne juste ça pour savoir quelles sont les limites de cette formule. Mais nous, on va rester sur cette version simple. Alors, quand même, un petit truc, pas besoin de le noter, mais d'où est-ce que ça vient, cette formule-là? Alors, je vous l'explique en 2 mots, mais alors vous notez si ça vous intéresse, mais je ne vais pas vous poser de questions là-dessus. Je vous rappelle que depuis Galilée, on a constaté que une boule de pétanque ou une balle de golf, bon, ça existait peut-être pas le golf à l'époque. Enfin, une boule de pétanque et une balle de golf, ça tombe grosso modo à la même vitesse. On les lâche d'un immeuble, par exemple la tour de Pise, ça c'est peut-être légendaire, mais enfin, on les lâche, tac, ça tombe en même temps, bien que leur masse soit différente. C'est assez surprenant au départ, ça. Si vous dites ça à quelqu'un qui connaît rien en physique, il va trouver ça bizarre. N'empêche que c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération des objets est indépendante de la masse de ces objets. L'accélération, c'est une certaine constante qui vaut, c'est G, l'intensité de la pesanteur. Donc, si je multiplie à gauche par m, j'ai ça. Donc, Newton, qui avait compris somme des forces égale masse fois accélération, il a compris que la force gravitationnelle était proportionnelle à la masse de l'objet que je lâche. Okay. Sauf que si c'est la Terre qui exerce cette force-là sur l'objet, troisième loi de Newton, que Newton connaissait, ça veut dire qu'en norme, c'est exactement la même chose que la force que l'objet exerce sur la Terre. Action réciproque. L'action qu'exerce la Terre sur moi, elle est exactement opposée à l'action que moi j'exerce sur la Terre. J'exerce moi aussi une attraction gravitationnelle sur la Terre. Bon, vous allez me dire, ça la fait rigoler la Terre, mais bon, c'est un tout petit truc. Mais enfin voilà, j'exerce quand même une force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force gravitationnelle, en norme, non seulement elle doit être proportionnelle à la masse de l'objet, mais puisque c'est en norme la force que j'exerce sur la Terre, cette force elle doit être aussi proportionnelle à la masse de la Terre. Là, je suis en train de faire le raisonnement de Newton. Il était fort, hein, Newton, vous allez voir. Donc, il y a une constante de proportionnalité, bien sûr, mais maintenant, évidemment, plus on s'éloigne, plus on éloigne les deux objets, plus cette force d'interaction doit être faible. Sinon, les étoiles très éloignées mais très massives, elles auraient une action importante sur nous, on le sentirait. Bon. Donc Newton avait déjà tout de suite compris qu'au dénominateur, il devait y avoir un truc qui grandit quand la distance entre les objets augmente. Mais est-ce que c'est R au dénominateur? Est-ce que c'est R carré, R cube, racine de R? Pourquoi c'est R carré? Eh bien, Newton a fait là des mesures. Il a regardé à quelle vitesse tombe
une pomme, ou n'importe quel objet au voisinage du sol, et il a comparé ça avec la vitesse de chute de la Lune sur la Terre. Alors vous allez me dire, mais la Lune, elle tombe jamais sur la Terre. En fait, si on regarde un petit peu la trajectoire, voilà, ça c'est la Terre, et ça c'est la Lune, hein, j'exagère un peu les distances, hein, cette distance-là, c'est 380 000 km, et ça c'est 6 000 km. Bon, mais c'est le principe. Si la Lune ne faisait pas une chute sur la Terre en permanence, bah, elle continuerait tout droit, un principe d'inertie. Or, elle a une trajectoire qui est grosso modo circulaire. Ça veut dire que si on attend un petit temps, eh bien, elle va avoir, au bout de ce petit temps, elle va avoir une petite hauteur de chute. Ici, c'est la verticale locale, voilà. Et la distance entre cette trajectoire circulaire et la trajectoire rectiligne, c'est ce que je peux considérer comme la hauteur de chute. Et donc, il a regardé que valait cette hauteur de chute, par seconde, par exemple. Il a comparé ça avec la hauteur de chute au voisinage du sol. Et en mesurant les deux, eh ben, il a compris que ici, c'était pas R, c'était R carré. Ça, c'est une mesure. Mais ensuite, il a vérifié ça. Il a regardé si la force d'interaction gravitationnelle est effectivement proportionnelle aux deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. Si je mets ça dans les équations, qu'est-ce que ça donne comme trajectoire pour les planètes, par exemple, autour du Soleil? Et il a trouvé deux choses. Il a trouvé que dans ce cas-là, les trajectoires sont elliptiques en général, ce qui est bien le cas. Et deuxièmement, il a retrouvé la fameuse loi de Kepler, T2 sur A3 égale constante. Donc bon, loi de Kepler, je passe pour l'instant. Enfin, c'est des choses que vous avez vues en terminale. Donc là, ça a été le point final. On a su, il était persuadé qu'à partir de là, que la force, elle était bien inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux objets. Voilà. Donc c'est pas un truc comme ça, tiens, pourquoi pas R2 au dénominateur, ça résulte d'un raisonnement. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être mini exercice pour voir comment vous débrouillez avec un truc comme ça, hein, que vous connaissez. Je viens de parler de la Terre et de la Lune. Donc petit exercice. Je dessine la Terre. Voilà. Ça c'est la Terre. Elle a une masse mt. Et elle a un rayon RT, évidemment. Et je dessine la Lune. Elle a une masse ML et un rayon RL. Et la distance entre les centres de la Terre et de la Lune, hein, donc entre la croix orange là, et la croix jaune, la distance, je l'appelle D. Voilà. Donc je fais des petits pointillés pour représenter cette distance. Voilà la distance entre les centres. Alors non, j'avais appelé ça R. Donc voilà, petit r. Et donc la question que je voudrais poser, c'est à quel endroit faut-il placer un objet dans l'espace pour qu'il soit autant attiré par la Terre que par la Lune? Allez, faites ça, c'est pas très compliqué. À quel endroit faut-il placer un objet pour qu'il soit autant attiré par la Terre et par la Lune? Ce sont des forces attractives, hein, et je voudrais que ces forces soient égales en norme. Évidemment, elles seront opposées. Hein. Donc, intuitivement, il faut se mettre plus près de la Lune ou de la Terre? Plus près de la Lune, voilà, parce que la masse de la Lune est plus faible. Donc, si ces forces, si elles doivent s'opposer, hein, il faut se mettre sur la ligne entre les centres des astres, on va dire, et effectivement, en tenant compte de la masse de la Lune, on sent qu'il faudrait se mettre là. Hein. Donc ce point, je sais pas, je vais l'appeler P. Le centre de la Terre, je vais l'appeler T. Voilà. Et puis le centre de la Lune, je vais l'appeler L. Donc la question que je pose, en fait, c'est quelle est la distance TP pour que, donc il y a un objet ici, objet de masse M, on va voir que ça change rien, hein, objet, masse M. Et donc je veux trouver la distance TP telle que la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet
ça soit exactement compensé, hein, donc c'est signe moins, par la force gravitationnelle exercée par la Lune sur la Terre. Par la Lune sur la Terre, non, c'est pas par la Lune sur la Terre, c'est par la Lune sur l'objet. Alors là, je m'embête pas avec des vecteurs, hein, parce que je sais déjà que si ces deux forces se compensent, il faut qu'elles aient la même direction, sans s'opposer, mais même direction. Donc il faut que l'objet, là, il soit sur la droite TL. Donc une fois que je sais sur quelle droite il est, j'ai pas besoin de m'embêter avec des vecteurs, je regarde juste quelle est leur norme, et je sais que leurs forces vont être opposées, puisque ce sont des forces attractives. Hein, je simplifie. D'ailleurs, quel est le premier réflexe que je dois avoir à partir de ce que je viens d'écrire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on simplifie. Il faut toujours penser à simplifier. Donc, en vérifiant que les termes que je simplifie ne peuvent pas être nuls. Bon, là, évidemment, ça ne pose pas de problème. Donc, j'écris ça. Voilà. Et là, ce qu'on sait, c'est que... qu'est-ce qu'on sait de TP et de PL? Si on veut essayer d'utiliser l'énoncé, oui. Voilà, leur somme est égale à R. J'ai mis un point d'exclamation, ça veut dire je veux que ce soit égal. Hein. Je cherche les valeurs de la position du point P pour que effectivement ce soit égal. Alors, à partir de là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà résolu? Personne n'a encore résolu? Quelle est la bonne idée à avoir là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas trop s'embêter? Si vous y prenez n'importe comment, ça risque d'être long, compliqué. Un truc un peu astucieux pour éviter d'avoir à développer des carrés, par exemple. Oui. Oui, ok, je pense que c'est quelque chose, c'est une bonne idée. Hein. Donc on peut multiplier par PL au carré, tant qu'à faire. Voilà, donc ça nous fait PL carré sur TP carré est égal à MT sur ML sur MT. Et effectivement, après, la bonne idée, c'est de prendre la racine. Donc on a avec ça PL sur TP égale une certaine constante connue si on donne ML et MT dans l'énoncé. Voilà. Cette constante, je sais pas, moi je vais la baptiser petit a pour pas m'embêter avec ça, mais c'est calculable avec les données. Et une fois que j'ai ça, j'ai un système en fait de deux équations, deux inconnues. Donc par exemple, je peux remplacer PL, je peux dire que c'est A fois TP avec ce A qui est connu, et je remplace là-dedans. Et j'en déduis donc que ça nous fait TP plus A fois TP est égal à petit r. Ça fait TP facteur de 1 plus A égale R. Donc TP égale R sur 1 plus A. Maintenant que j'ai la réponse, je remplace, je reviens aux notations de l'énoncé, ça nous fait petit r sur 1 plus racine de ml sur mt. Voilà. Donc pensez bien, dès que ça risque de devenir compliqué, essayez de simplifier au maximum. Hein, c'est le premier truc. Il faut toujours se demander si on peut simplifier. Puis il faut vérifier l'homogénéité de temps en temps, etc. Ici, c'est bien homogène parce que là, j'ai un rapport de masse, c'est homogène à rien. Ça, c'est une distance, ça, c'est une distance. Oui. Petit a, j'ai pris par définition. Ça veut dire, par définition, je vais nommer cette racine-là, je vais l'appeler petit a. Pensez à faire ça aussi. Moi, dès que j'ai une expression qui est un petit peu lourde à écrire, je lui donne un nom. Je continue mes calculs, et tout à la fin, je remplace par ce nom-là. Ça évite des erreurs, et puis c'est plus court. Voilà, petit exemple d'application de cette loi. Alors tiens, j'ai oublié de donner une date pour la force d'interaction gravitationnelle. Hein, c'est Newton, donc Newton, c'est les années 1600 quelque chose. Et là, c'est 1687. Vous pouvez mettre force gravitationnelle au niveau du titre, vous mettez entre parenthèses Newton 1687. Force électrique, ça arrive un petit peu après, et c'est Coulomb qui a introduit cette force en 1785. Donc 100 ans environ après. Alors, pour Coulomb, donc cette fois j'ai deux charges électriques
de valeurs Q1 et Q2. Alors la force exercée, bon, je vais les mettre, ces charges, exactement comme pour l'interaction gravitationnelle. Ces charges, soit je les considère comme ponctuelles, soit je considère qu'elles ont une répartition de charges qui est homogène, uniforme. Et ces charges, si elles sont sphériques et homogènes, aucun problème. Si elles ont une simple symétrie sphérique de répartition, aucun problème non plus. Donc je vais mettre Q1 et Q2, je vais mettre soit ponctuel, soit homogène. C'est-à-dire, en termes techniques, ça marche encore si la densité volumique de charge de ces particules est identique en tout point, soit homogène et sphérique. Hein, il faut qu'elle soit sphérique en plus. Exactement comme pour l'interaction gravitationnelle. Et donc, si j'utilise encore, pour décrire la distance entre les deux charges, si j'utilise encore la distance entre les centres, je vais l'appeler encore une fois R. Voilà, là j'ai Q1, là j'ai Q2. Eh bien, la force exercée par la charge 1 sur la charge 2, elle est également proportionnelle à chacune des charges, Q1, Q2, et elle est inversement proportionnelle à la distance entre les centres des deux charges, donc R au carré, comme pour la loi de la gravitation. Actuellement, elle est proportionnelle, donc il y a une constante de proportionnalité. Provisoirement, je la note K. Je vais écrire une autre chose. Je vais l'écrire d'une autre façon après, mais voilà. K, c'est une constante encore. Et là, j'ai un vecteur à gauche, il faut que j'écrive un vecteur à droite. Bon. Donc, comme pour l'interaction gravitationnelle, ce vecteur unitaire, dirigé de 1 vers 2, je vais le noter U1, 2. Voilà, je l'avais fait en orange, je le refais en orange. U1, 2. Voilà. Alors, cette fois, est-ce qu'il y a un moins à rajouter devant? Non, parce qu'il se trouve que si les deux charges ont même signe, par exemple plus et plus, ou moins et moins, eh bien, la force d'interaction, elle est répulsive. C'est-à-dire que la charge 1, elle va repousser la charge 2. Donc c'est bien fois U1, 2. Et il n'y a pas de signe moins devant. Ça, c'est une constante positive. Constante positive. Voilà. Alors, je crois qu'au lycée, on note K, cette constante. Je vous donne quand même par anticipation sur le cours d'électrostatique l'écriture un petit peu plus scientifique de cette constante dans les unités actuelles SI. Donc, remarque, en fait, ce K, c'est noté dans les livres d'électromagnétisme 1 sur 4 pi epsilon 0. Bon, alors je sais que ça vous parle pas, ce truc-là. Bon, sachez que c'est un epsilon. Ça me fait penser, j'oublie toujours, il faut que je fasse une liste de lettres grecques et je voudrais vous les faire apprendre. Bon, ça c'est la notation de l'électrostatique. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle, allez je l'introduis quand même, ça s'appelle la permittivité du vide. Bon, je vous demande pas de connaître le nom, permittivité du vide. Voilà, mais à la fin de l'année vous allez rentrer plus en détail là-dedans. Voilà, alors ça ressemble énormément à la loi de Newton, et c'est pas tellement étonnant, parce que Coulomb, avant même de faire des expériences qui ont déterminé cette forme-là, il était persuadé que ça allait se comporter un petit peu comme la loi de la gravitation. Donc il a fait quelques expériences, et les expériences n'étaient pas en contradiction avec cette formule. Mais si on regarde juste ces expériences, on n'aurait pas vraiment pu trouver ça. Hein. Mais Newton a eu tellement de succès avec sa loi de la gravitation en 1 sur r carré que Coulomb s'est dit, tiens, ça doit être 1 sur r carré. Et maintenant, on sait que oui, c'est vraiment 1 sur r carré, et on le sait très très précisément. Oui, en fait, un vecteur n'a pas d'origine. Hein. J'aurais pu le faire ici, j'aurais pu le faire là aussi.
voilà, de 1 vers 2, donc je le mets dans la direction 1, 2. Donc voilà, je le mets dans le prolongement du centre de 1 vers le centre de 2. Mais j'aurais pu le mettre là. Hein. Pourquoi je mets ça ici, en fait? Parce que je suis en train de parler de la force exercée par ça, là-dessus. Or, les forces qui s'exercent là-dessus, en principe, on les fait partir de cet objet numéro 2. D'accord ? Alors ça, c'est pas encore une force, mais voilà. Si je veux représenter cette force-là, je vais faire une petite flèche qui part de là aussi. D'accord ? Voilà pourquoi, spontanément, j'ai fait partir cette flèche de là. C'est bon ? Voilà. Oui, donc une petite remarque aussi. Cette expression-là, cette expression de la force, on peut la simplifier, un petit peu comme ce qu'on a fait avec le champ de gravitation, l'intensité de la pesanteur. On peut dire que la force qui est exercée sur la charge 2, hein, c'est autre écriture possible, cette force exercée par la charge 1 sur la charge 2, on peut dire que c'est proportionnel à Q2. De la même façon que le poids était proportionnel à la masse, hein, pour la gravitation. Pour le poids, pour la force d'interaction gravitationnelle, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit P, le poids, force d'interaction gravitationnelle, on écrit P égale mg. Quel est l'équivalent de cette formule P égale mg ici? Eh bien, ce qui remplace la masse de la particule 2, c'est Q2. Et donc, il manque maintenant le vecteur qui est l'équivalent de G, intensité de la pesanteur. Alors, comment est-ce qu'on l'écrit? On l'écrit E. Et c'est ce qui définit le champ électrique créé par la charge 1 au niveau de la charge 2. Donc ça, c'est champ électrique. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez voir en détail dans votre dernier cours de première année. Champ électrique créé par la charge 1 au niveau de la charge 2. Voilà. Cette phrase, c'est exactement l'équivalent en gravitation de champ de pesanteur créé par la Terre au niveau de la surface de la Terre. Hein? Voilà. Mais je ne rentre pas dans l'étude détaillée du champ électrique. Je regarde juste ces effets mécaniques. Pas de questions? Je passe à la force magnétique. Ça, vous aviez fait ça? Ou c'est nouveau? Vous aviez fait? Oui. C'est la force exercée par la particule 1 sur la particule 2. Bah, tout dépend des signes. Hein. Ces charges, si elles sont de même signe, ça va être positif. Si c'est positif, ça veut dire que la force exercée par 1 sur 2, c'est une force qui va pousser 2 vers la droite. C'est-à-dire que ça va repousser l'autre particule. Ça me fait penser, il y a un petit truc sur les unités. Quelle est l'unité dans le système SI de la valeur des charges? C'est le coulomb, voilà, évidemment, le coulomb, parce que ça, c'est 1785 par monsieur Coulomb. Voilà, unité, le coulomb. Coulomb, donc c'est noté C. C'est une grosse unité, un coulomb, c'est une charge électrique importante. Bon. Et voilà, si les charges ici sont en coulomb, si on utilise pour la valeur de la constante cette expression, au fait, tiens, je donne une valeur approchée, ça vaut à peu près 9 fois 10 puissance 9 dans les unités du système international. C'est pas plus à connaître que la constante universelle de la gravitation. Alors, dans ce cas-là, la force qui est ici est en newton. Il faut utiliser les unités du système international partout pour avoir une force à la fin en newton. Okay. Voilà. C'est bon? Pas de questions là-dessus? Alors, force magnétique, maintenant, petit 3. Donc, si vous avez une particule de charge Q, en coulomb et de vitesse V,
dans un champ magnétique B, alors la force qui s'exerce sur cette particule à cause du champ magnétique, cette force elle s'écrit comme ça, Q fois V, produit vectoriel B. Bon, vous voyez que ça sert à quelque chose déjà ici, le produit vectoriel. Donc, exemple, je prends une particule que j'envoie dans un champ magnétique qui est perpendiculaire au tableau. Exemple, donc, soit avec B uniforme, si B, champ magnétique uniforme. Champ magnétique uniforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire uniforme? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire le mot uniforme en physique? Oui. Voilà, c'est la même valeur en tout point. Ça ne veut pas dire qu'il est constant. Mais à un instant donné, il a la même valeur en tout point. Champ magnétique uniforme, donc comme il n'y a pas beaucoup qui savent, je l'écris. Donc même valeur en tout point. Même valeur, hein, même vecteur en tout point. Même valeur en tout point. Donc si j'ai un champ magnétique uniforme qui est perpendiculaire au tableau, vous vous rappelez de ce signe-là, hein, de la mécanique du point. Et si, je vais l'écrire en haut, si en plus j'envoie une particule chargée avec une vitesse perpendiculaire à ce champ magnétique, alors ce qu'on constate, c'est que cette particule, elle se met à tourner en rond. On va l'expliquer. Et si la vitesse initiale, la vitesse I, vitesse initiale, de la particule est perpendiculaire à B, alors voilà ce qu'on voit, et puis on va l'expliquer. Voilà. Donc vous avez partout, hein, le champ magnétique qui est perpendiculaire au tableau, qui pointe vers vous, et vous envoyez, mettons, à l'instant 0, vous envoyez une particule, elle est là, et elle part avec une vitesse initiale comme ça, donc dans le plan du tableau, alors que ça c'est perpendiculaire au tableau. Et on constate, dans ce cas-là, que elle décrit un cercle comme ça. Alors, première question un peu qualitative, en vous rappelant un petit peu de ce que c'est le produit vectoriel, ma question c'est, à votre avis, quel est le signe de la charge de cette particule? Est-ce qu'il peut s'agir d'un électron ou est-ce qu'il peut s'agir d'un ion? Réfléchissez bien à l'orientation, ici. Elle tourne comme ça. Elle aurait pu tourner dans l'autre sens. Dans un deuxième temps, on va vérifier que bon, c'est normal qu'elle décrive des cercles. Mais voilà, quel est son signe? Oui, c'est un ion. Un ion, alors, si on raisonne là-dessus, si on dit c'est un ion, donc un ion c'est positif, hein, c'est à ça que vous pensiez ou pas? Un ion positif. Parce que c'est vrai que je viens de réfléchir, il y a aussi des ions négatifs. Bon. Donc vous dites la charge est positive. Alors, si la charge est positive, il faut regarder quelle est l'orientation de V produit vectoriel B. Donc V, il est par là, et B, il est par là. Okay. Donc réfléchissez tous à ça. Si vous avez le vecteur vitesse, rappelez-vous la règle des 3 doigts, ou vous pouvez le faire d'une autre façon, dans votre tête. Si la vitesse est par là, si B pointe vers vous, le produit vectoriel V vectoriel B, il est dirigé dans quel sens? Dans quel, oui, vers le haut? Eh ben non, il est dirigé vers le bas. Okay, je vous rappelle rapidement ce que j'avais dit. En gros, si je prends un vecteur V1 qui est dirigé vers vous et que je tourne vers le vecteur V2, alors le produit vectoriel, il est dirigé vers le haut. Mais là, on est en train de faire le contraire. J'ai le vecteur vitesse qui est dirigé par là et je tourne dans ce sens-là pour avoir le vecteur B. Et donc V vectoriel B,
Dans ce cas-là, il est dirigé vers le bas. Donc, est-ce que c'est cohérent avec ça? Ben non, parce que si la force subie par la particule était dirigée vers le bas, ben à partir de là, la trajectoire, elle serait incurvée vers le bas. Donc, ce n'est pas cohérent. Il faut donc que cette force, puisqu'elle doit être dirigée vers le centre, ici, du cercle, il faut que le signe de Q soit négatif. Donc, on rédige un tout petit peu. Il faut Q inférieur à 0. Pourquoi? Parce que ça nous donne le vecteur force dirigé vers, en fait, vers le centre du cercle, ici, vers le haut. Dirigé vers haut. Ça veut dire, bien sûr, puisque force égale masse fois accélération, ça veut dire que A est dirigé vers haut. Voilà. Or, on avait vu que c'était bien le cas quand on a un mouvement circulaire uniforme. Alors, tiens, c'est un truc que j'ai pas démontré, que c'était forcément uniforme, mais d'où est-ce que ça vient? Remarque, le mouvement est forcément circulaire uniforme parce que le produit vectoriel, la vitesse est constante. La vitesse de l'électron est constante. Pourquoi? La vitesse est constante. Preuve. Si vous regardez l'orientation de F, même si je ne connais pas le sens de F, si je me débrouille pas encore bien avec mon produit vectoriel, avec cette équation-là, je vous rappelle que le produit vectoriel V vectoriel B, c'est perpendiculaire à la fois à V et à B. En tout cas, c'est perpendiculaire à V. Or, la force, d'après la seconde loi de Newton, c'est m fois l'accélération. Donc, F est parallèle au vecteur accélération et F est perpendiculaire au vecteur vitesse. Pourquoi ça prouve, si vous connaissez bien votre cours, pourquoi ce que je viens d'écrire là prouve que la vitesse est constante? Qui se rappelle de ce que j'ai écrit? Oui, voilà. La vitesse est constante lorsque le vecteur V et le vecteur A sont perpendiculaires. Donc c'est bien ce qu'on voit ici. On a V qui est donc perpendiculaire à A, où bien sûr V produit scalaire A égale à 0. Et donc ça veut dire que V est constante en norme. Pas en direction, la direction change. Mais la vitesse reste constante. Voilà. Alors, on peut vérifier que une trajectoire circulaire convient bien. On a un cercle ici de rayon grand R. Comment est-ce qu'on pourrait trouver grand R? Regardons, il suffit d'écrire la seconde loi de Newton. Calcul du rayon. Alors, là, il y a autre chose que j'ai déjà écrit. Pour un mouvement circulaire uniforme, c'est bien le cas, c'est circulaire, puis on vient de montrer que la vitesse est constante. C'est circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme. Qu'est-ce qu'on avait obtenu? Est-ce que vous vous souvenez? J'avais peut-être pas demandé encore de le retenir. Je reviendrai là-dessus après, mais est-ce que quelqu'un se souvient de l'expression de l'accélération? D'ailleurs, ceux qui ont fait de la méca en terminale, peut-être qu'on vous demande de connaître par cœur cette expression de l'accélération pour un mouvement circulaire uniforme. C'est quoi? Oui? V carré sur R, effectivement. Alors, je vous rappelle que je l'ai démontré en fait, en prenant les équations paramétriques pour un mouvement circulaire uniforme. Donc voilà, si l'électron il est là, par exemple, parce que c'est une charge négative, mettons c'est un électron, eh bien son vecteur accélération, il est dirigé comme ça. Et
pour un mouvement circulaire uniforme, il a pour norme V carré sur R. Alors je vais l'écrire, je vais écrire sa norme tout bêtement là-bas. Je ne vais pas mettre un vecteur, je ne vais pas m'embêter. A égale V carré sur R. Et c'est dirigé vers le centre. On avait montré que c'était dirigé vers le centre de la trajectoire. Hein, donc A dirigé vers O, le centre de la trajectoire. Okay. Donc voir soit cours de terminale, soit l'exemple numérique que j'avais fait dans le cours numéro 2, je crois. Donc on peut écrire la seconde loi de Newton. La seconde loi de Newton, ça nous donne masse fois accélération égale eh bien, la force magnétique, hein, QV vectoriel B. V et B, ils sont perpendiculaires. Et donc, s'il s'agit d'un électron, mettons, ça c'est moins E fois V vectoriel B. Et V vectoriel B, donc c'est un vecteur, puisque V et B sont perpendiculaires, c'est un vecteur qui a pour norme V fois B et qui est dirigé par là. Donc, égale E fois moins E fois V fois B fois donc un vecteur unitaire qui part vers l'extérieur. Voilà, pour donner sa direction. Je mets un vecteur unitaire comme ça. UR, je vais appeler UR. Bon, donc ça nous fait finalement M V carré sur R est égal à donc j'ai le moins UR qui est dans la même direction que le vecteur accélération et ça nous fait simplement E fois V fois B. Voilà. Alors ce que je cherchais c'était R. Donc j'isole R, ça fait R égale M fois V sur E B. Voilà, j'ai trouvé le rayon du cercle que décrit cet électron dans un champ magnétique uniforme. Oui, c'est parce que le vecteur accélération, ici, il est dirigé vers le centre de la trajectoire. Donc, si vous voulez, je peux l'écrire comme A fois moins UR. D'accord ? UR, il pointe vers le bas, et A, il pointe vers le haut. Donc, j'ai enlevé les moins après. Oui ? Oui, ici, j'oublie le poids, par exemple. Hein. Le poids de l'électron, il est vraiment tout petit, mettons, par rapport à la force magnétique. Oui. Alors, c'est parce que c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, j'ai dit que comme la charge était négative, hein, on l'a démontré tout à l'heure, bah, j'imagine à partir de là qu'il s'agit d'un électron. Donc, mettons, pour un électron, c'est vrai, j'aurais dû l'écrire. Pour un électron, la charge d'un électron, c'est moins E. Ah, bah simplement parce que V et B, ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Je vous rappelle que la norme du produit vectoriel, c'est le produit des normes, donc V fois B, fois le sinus de l'angle entre les deux. Sinus de 90 degrés, c'est 1. Voilà. Okay. Voilà, donc on a trouvé ça. Avec ça, vous pourriez trouver, par exemple, la période. Tiens, je vous le mets à titre d'exercice. Vérifiez avec ça que vous êtes capable de trouver la période de rotation de l'électron. Hein. Exercice à faire chez vous. C'est pas plus dur qu'en terminale quand on vous demande quelle est la période de rotation d'un satellite autour de la Terre. Hein. C'est le même genre de calcul. Exercice, calculer la période de rotation de l'électron. Voilà. Je vous donnerai la réponse la prochaine fois. Si vous avez du mal, on le fera en détail, mais c'est 2 lignes de calcul. Hein. Il suffit de regarder quelle est la distance parcourue sur un tour. Vous avez la vitesse. Hein, c'est pas très compliqué. Ok. C'est bon ? Petit 4. Oui ? Oui, la vitesse est constante, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, là, on l'a démontré. Voilà. Ok. Donc, tout ce qu'on vient de faire, là, ce sont des forces qui s'exercent à distance
Alors dans certains bouquins, on fait bien deux catégories. Il y a les forces qui s'exercent à distance, et puis il y a les forces dites de contact, comme les forces exercées par un fil, un ressort, etc. Alors du point de vue fondamental, du point de vue de la physique fondamentale, en fait, les forces de contact, ça n'existe pas. Par exemple, quand je pousse la table comme ça, pourquoi on peut dire que je ne suis pas vraiment en contact? Ben parce que, pourquoi la table bouge en fait quand je pousse? Est-ce que vous pensez que les atomes de ma main, que les noyaux de mes atomes de ma main, par exemple, ils viennent s'écraser sur les noyaux des atomes de la table? Non. Pourquoi ça se repousse? En fait, qu'est-ce qui se repousse avant que les noyaux rentrent en contact? Ce sont les électrons. Et ils se repoussent grâce aux forces électrostatiques. Les forces électriques dont on vient de parler. Donc, ce qu'on appelle force de contact, c'est juste une illusion à notre échelle macroscopique. Donc tout ce qu'on va écrire après, là, ce sont des lois dites phénoménologiques. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux détails de ce qui se passe au niveau microscopique, hein, et ça simplifie les équations. Mais la réalité, c'est toujours des répulsions électrostatiques. En général, c'est ça. Quasiment toutes les forces de contact, c'est dû à des répulsions électrostatiques. Oui. Oui, en quelque sorte. Voilà. Vous découvrez un truc, effectivement. Ça change votre vie maintenant. Voilà. Donc, bon, on va mettre ça simplement en équation. Un fil idéal ou des poulies. Alors, bon, je sais pas, je vais prendre un exemple. Voilà, vous avez une potence, hein, quelque chose de rigide. Hop. Et puis, vous avez un fil qu'on attache. Bon, ça peut être la situation d'équilibre la plus simple. Vous avez une masse M dessus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'action du fil sur la masse? Tout dépend comment on simplifie le fil. On va prendre les fils les plus simples possibles. Pour simplifier, on verra après, dans certains exercices, on peut revenir un peu à la réalité, mais pour simplifier, dans un premier temps, dans tous les exercices où vous aurez des fils, on va considérer que, premièrement, le fil lui-même, il n'a pas de masse, ou sa masse est négligeable. Et deuxièmement, il est parfaitement souple. Il n'a aucune raideur. On peut le tordre sans aucun effort. Dans ce cas-là, on peut dire que la force exercée par le fil sur la masse, elle est dans la direction du fil. Voilà. Et cette force, en général, on l'appelle force de tension. Donc on a notre T. Donc, on fait, dans tous les exercices, sauf mention explicite du contraire, on fait l'hypothèse que le fil est idéal. Donc, hypothèse, fil idéal, sans masse ni ressort. Pas de masse. Hein. La masse du fil est égale à 0. M fil à peu près égale à 0. Et aucune raideur. Aucune raideur, ça veut dire qu'on peut le tordre sans aucun effort. Par contre, on va considérer, quand je dis fil, on va considérer qu'il n'est pas élastique. Élastique, ça veut dire qu'on ne peut pas l'allonger en tirant dessus. Aucune raideur, mais aucune élasticité. Voilà. Dans ce cas, tout ce qu'on peut dire, c'est quelque chose de très simple, c'est que la force exercée par le fil sur n'importe quoi qu'on accroche dessus, c'est tangent au fil. Dans ce cas, la force exercée par le fil, c'est T tangente au fil. Voilà. Si on a un fil qui est soumis à deux forces, à deux extrémités, voilà, je prends un fil comme ça, on tire d'un côté et de l'autre du fil. Ici, vous avez une force, là, voilà, F1, ça c'est le point 1, mettons, du fil. Et puis, de l'autre côté, vous avez F2. Voilà. Donc, comme on a simplifié le fil à l'extrême, on a dit qu'il n'y avait pas de masse pour ce fil. Si on écrit la seconde loi de Newton, on a F1 plus F2
égale la masse qui vaut 0 fois l'accélération. Donc ça fait 0. C'est-à-dire que F2 est opposé à F1. D'accord ? Voilà, pour un fil idéal. C'est opposé, c'est même norme, hein, même longueur, direction opposée. Voilà, c'est tout simple. Donc cette valeur commune, j'ai mis F, mais cette valeur commune, c'est en général on l'appelle la tension. Donc on a F1, la norme du vecteur F1, c'est la norme du vecteur F2, et c'est ce qu'on note, la tension du fil. Donc je mets un petit delta, comme par définition, c'est T, tension du fil. Donc ce que je vous explique là, c'est que la tension d'un fil idéal, c'est la même partout, tout le long du fil. Exemple d'application, j'ai un support rigide, et sur ce support rigide, j'attache deux fils que je vais faire donc en couleur, orange et vert. Voilà, j'ai un fil ici qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Voilà. Et puis j'ai un autre fil qui va faire un angle comme ça, ici de 60 degrés. Alors j'ai peut-être un peu raté mon angle de 60, je vais le faire un petit peu moins fort quand même. Hop, comme ça, 60 degrés. D'accord ? Donc j'ai deux fils. Fil 1, hop, en orange, fil 2 en vert. Bon, et mettons que j'accroche là-dessus, j'accroche un troisième fil, ici, vertical, parce qu'il va y avoir une masse, comme ça, une masse M. Mettons 10 kg. Et puis je ne vais pas m'embêter, je vais dire G, c'est égal à 10 dans les unités SI, mètres secondes moins 2. Voilà. Eh bien, question, quelle est la tension de chacun des fils? Donc, la tension du fil 1, je vais l'appeler T1, évidemment. Celle du 2, je vais l'appeler T2, etc. T1, T2. Non, T2, c'est pas celui-là. Ça, c'est T3. T2. Voilà, ça c'est le fil 3. Ça représente une masse que j'accroche. C'est-à-dire j'ai trois fils idéaux. Hein. J'ai dit ici, on fait l'hypothèse qu'on a affaire à un fil idéal à chaque fois. Hein. Donc c'est des fils idéaux. Qui n'ont pas de masse eux-mêmes. Ok ? Donc la question c'est quand j'accroche la masse là, j'ai un petit nœud ici, quand j'accroche la masse au bout du fil 3, quelle est la tension de chacun des fils? Alors, première chose à remarquer, qu'est-ce qui vaut l'angle ici? Il vaut 90. Donc quand vous remarquez un truc comme ça, il faut le faire, il faut le représenter. Oui? Alors, il y a plusieurs façons de résoudre ça. Alors, avec un petit peu d'expérience, on se dit, tiens, on a deux forces là, qui vont être exercées sur le nœud. Par exemple, on peut prendre comme système le nœud qui est là, qui est sans masse, hein, et on peut dire que la somme des forces exercées sur ce nœud, ça fait 0. Donc, voilà, ça c'est facile à écrire vectoriellement. Et on va projeter sur des axes bien choisis. Je ne vais peut-être pas dire tout de suite comment les choisir, ces axes-là. Avant de faire ça, il y a déjà une tension qu'on peut donner tout de suite, non? Oui, T3, il vaut combien? Il vaut mg, effectivement. Donc, première remarque, on fait un PFD sur la masse 3, sur la masse, PFD sur M, qui ne bouge pas, hein, on est à l'équilibre. Donc, on a T3 plus mg est égal à 0, hein, ou je vais l'écrire directement, T3 est égal à mg.
D'accord ? La force exercée par le fil bleu compense exactement le poids, c'est 3, compense exactement le poids de la masse, donc T3 égale mg. Ça, c'est réglé. Ensuite, est-ce que quelqu'un a une idée comment faire astucieusement le calcul de T1 et T2? Qu'est-ce que j'ai intérêt à prendre comme axe de projection? Oui. Mais c'est quoi X et Y? Voilà, selon T1 et T2, exactement, c'est ça le truc. Hein, le premier réflexe qu'on pourrait avoir si on réfléchit pas à ce moment-là, c'est de dire, tiens, je vais introduire un repère avec X comme ça, parce que l'horizontale, j'aime bien, j'ai l'habitude, et puis Y comme ça. Ça, c'est une mauvaise idée, mais c'est un bon exercice. Donc là, je vais faire la résolution en 2 lignes, et vous allez voir après, j'aimerais bien que vous le fassiez chez vous. Vous refaites la résolution de ce petit problème, de ce petit exercice, mais avec les mauvais axes, entre guillemets. L'intérêt, c'est que ça vous fait faire un petit calcul de projection, cosinus, sinus, machin, et c'est toujours intéressant à faire travailler. Hein. Donc, à refaire, remarque, à refaire avec ces axes. Ces axes-là. D'accord ? Ça, c'est pour vous. Alors, donc je vais introduire effectivement les axes là qu'on vient de me proposer. Par exemple, je prends un axe X comme ça. Je vais l'appeler grand X, mettons. Et je prends un axe grand Y comme ça. Et ça, c'est O. Et j'écris le PFD sur le point de jonction. PFD sur le nœud. Et donc j'écris T1 plus T2 plus bon, T3 qui est mg qui doit être égal à 0. Okay. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je projette, je prends les composantes suivant x et suivant y. Bah, allez-y, tiens, faites-le. C'est un petit exercice de calcul de composantes. Quelles sont les composantes des vecteurs T1 et T2? Donc T1 et T2, c'est quoi? Ici, c'est les forces qui sont exercées sur le nœud. Hein, donc le T1, c'est un vecteur orienté comme ça. C'est le vecteur T1. T2, c'est un vecteur orienté comme ça. Je ne veux pas trop rajouter sur la figure. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses. Hein, donc T1 est orienté comme ça, T2 est orienté comme ça. Et mg comme ça, évidemment. Donc qu'est-ce que ça donne quand je prends les composantes de chacun de ces vecteurs le long des axes grand X et grand Y que je viens de dessiner? Oui? T2 moins... Alors, avant cosinus, il y a mg. Hein, vous alliez le dire après? Alors, attendez, allez-y, finissez. T2 moins... fois T3, mais T3 c'est mg. Hein, donc moi j'aurais écrit moins mg fois cosinus de, effectivement, pi sur 6. Alors, comme j'ai écrit des choses en degrés ici, eh bien, voilà, je prolonge ici la ligne. Cet angle-là, il vaut 30 degrés. D'accord ? Regardez tranquillement, si vous avez du mal avec ça, faites-le doucement, à votre rythme. Donc pi sur 6 ou 30 degrés, ça me va. Je mets 30 degrés, ça fait 0. Voilà la projection sur X, effectivement. Il n'y a pas de composante de T1, puisque le vecteur T1 il est perpendiculaire à X. Et puis maintenant, je fais la même chose avec les projections sur Y. Donc, suivant Y, vous avez le vecteur T1. Par contre, vous n'avez rien pour T2. Donc, ça nous fait T1. Et cette fois, il faut que je regarde quelle est la projection de la force mg ici dans la direction Y. Et en fait, ça fait... Il y en a qui sont sur 2. Vous avez une force qui part de ce nœud, qui descend verticalement, qui a pour longueur comme norme mg. Et là, vous avez un angle de 30 degrés. Donc, qu'est-ce que j'écris? Moins mg fois sinus de 30 degrés. Moins mg sinus de 30 degrés est égal à 0. Bon, ben voilà, ça y est, on a le résultat directement. Ça nous fait donc T2 égale racine de 3 sur 2
fois mg, et T1 est égal à mg sur 2. Okay. Donc petit exercice, j'insiste, je pense que c'est formateur. Refaites ça, refaites ce petit calcul, mais en choisissant, entre guillemets, les mauvais axes au départ. C'est bon? Alors, dernière chose sur les fils. Quand vous avez une poulie idéale, ça n'a pas de masse. Masse nulle et aucun frottement sur l'axe. Dans ce cas, quand vous avez un fil, il y a une règle extrêmement simple. Quand vous avez un fil qui passe sur la gorge de la poulie, donc voilà, vous avez un fil qui part comme ça, puis qui longe le bord de la poulie, puis ici, mettons, il part comme ça. Eh bien, voilà. Ici, par exemple, si j'exerce une force T1 comme ça, bien sûr, c'est dans l'alignement du fil. Eh bien, de l'autre côté, la force T2 que je vais exercer de l'autre côté, si le fil est idéal et si la poulie est idéale, c'est une force qui a la même intensité. Fil idéal, poulie idéale. Ça, c'est l'axe de la poulie. Ben, ce que je peux dire, c'est que T1 est égal à T2 en norme. Évidemment, ce n'est pas la même direction. Mais c'est la même norme. Alors, juste pour vous montrer un petit exemple, c'est ce que je vous ai donné là. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Regardons ici. En fait, dans ces petites images, l'idée c'est qu'il faut écrire à côté de chaque fil la tension du fil. Alors vous allez voir, c'est vraiment simple. Quand on a compris la méthode, ça va très très vite. On va prendre, pour simplifier, G égale 10. Donc voir poly. Je vous montre comment on fait les 2-3 premiers et vous finirez. Voir poly, on va supposer G, petit g, égale 10. Alors, mettons par exemple qu'on soit à l'équilibre. Vous voyez, il y a le fil qui passe sur la poulie, vous avez 2 kg. 2 kg, ça correspond, si G égale 10, ça correspond à combien de newtons? 20 newtons, d'accord? Donc, si on fait le PFD sur la masse, vous avez le poids qui est 20 newtons. Donc ici, la tension du fil, c'est combien? Ben, c'est aussi 20 newtons, d'accord? Puisque la masse, mettons qu'elle ne bouge pas. Si elle bougeait en mouvement rectiligne uniforme, ça serait pareil. Si vous avez un poids de 20 newtons et une masse qui ne bouge pas, ça veut dire que le fil, là, il exerce une force de 20 newtons. Donc vous pouvez mettre ici 20, ou si vous avez la place, je ne sais pas, 20 newtons. Si vous regardez ce que je viens d'écrire au tableau, quelle est la tension du fil de l'autre côté? Quelle est la force exercée? Voilà, c'est 20 newtons aussi. Okay. Maintenant, vous voyez tout le schéma. Vous voyez qu'ici, il y a une corde qui va retenir l'axe de la poulie. À votre avis, puisque la poulie ne bouge pas, quelle est la force qui est exercée ici? 40 newtons. Donc ça va être aussi la tension du fil au-dessus, 40 newtons. Vous voyez comme c'est rapide. Donc on a 20 en bas, 40 ici. Allez, un deuxième exemple et puis je vous laisse finir. Essayez de réfléchir un instant avant que je donne la réponse. Quelle est la tension de chacun des fils? Il y a une petite cordelette en bas. Et puis il y a des trucs là qui ont l'air un peu compliqués, mais vous allez voir que c'est tout simple. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Alors commençons par la cordelette. Il y a combien de newtons sur la cordelette? 60, effectivement, puisque le poids c'est 60 newtons. Le poids ne bouge pas, donc il est retenu par une force de 60 newtons. Ensuite, quelle est la force exercée là par ce fil-là? Eh bien, regardez, cette poulie, elle ne bouge pas. Elle est soumise vers une force. Elle est soumise à une force orientée vers le bas, 60 newtons. Or, la tension ici, c'est la même que là. Donc, chacune, c'est
30 newtons. Vous avez 30 newtons là, 30 newtons là. Deux forces exercées vers le haut. Ces deux forces là exercées sur la poulie sont exercées vers le haut. Donc elles compensent, elles sont exactement compensées par les 60 newtons du bas. Donc la tension là, cette tension c'est 30 newtons partout. C'est donc aussi 30 newtons là. D'accord ? Et si maintenant on se demande quelle est la force exercée là-haut, c'est effectivement 90. Pourquoi ? Puisque sur la poulie, sur cette grosse poulie, vous avez trois forces qui sont exercées vers le bas, 30 ici, 30 là et 30 là. Pour compenser ça, il faut 90 newtons en haut. Donc la tension de la cordelette là-haut, c'est 90. Ok ? Bon allez, je vous laisse finir ces petits trucs pour la prochaine fois.